et qui tirent méthodiquement sur leur cible. Ce scénario, ce ne sera bientôt plus de la science-fiction pour l'ONU. Selon l'organisation, à l'horizon 2030, plusieurs nations seront dotées de robots tueurs. Elle plaide donc pour une interdiction de ces armes létales autonomes. Et un des industriels leaders de la défense, le groupe français Thales, vient notamment de lui emboîter le pas. On fait le point avec nos confrères de France 2. La version qui s'en approche le plus est en service depuis 2013. Il s'agit d'un robot Sentinelle déployé dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Développé par le sud-coréen Samsung, il est armé d'une mitrailleuse, d'un lance-grenade et peut détecter seul les intrus. Pour l'instant, il tire encore sur ordre d'un opérateur humain, même si le robot a la capacité de faire feu en totale autonomie. Toutes les grandes puissances investissent dans l'intelligence artificielle. La Russie a engagé en Syrie ce char sans pilote, dirigé par un militaire loin de la ligne de front. Et Vladimir Poutine veut aller plus loin. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. L'enjeu majeur, limiter les pertes humaines. 4000 soldats américains ont été tués en Irak. Les États-Unis ne s'interdisent pas, eux aussi, de développer des robots tueurs. Face à cette course à l'armement autonome, un mouvement est né visant à les interdire. Un appel signé par de nombreux scientifiques, mais aussi par des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent les armes intelligentes. Elles peuvent être des armes terrifiantes, des armes que des dictateurs et des terroristes utilisent contre des populations innocentes. Une fois ouverte, cette boîte de Pandore sera difficile à refermer. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir de tuer à un algorithme ? Ça paraît complètement terrifiant de confier à un algorithme et à un robot tueur la décision, le pouvoir de vie ou de mort sur un être humain. Et en plus, la défie les règles du droit international humanitaire. Pour l'instant, la France n'envisage pas de signer une convention interdisant les robots tueurs, mais elle pose d'ores et déjà des limites. Sur les théâtres d'opération, le robot sera un équipier, pas une machine qui pourrait tuer en toute autonomie. Et Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous, mon plateau comme chaque semaine. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors l'intelligence artificielle fait vendre en librairie. Vous vous êtes plongé dans votre bibliothèque pour nous donner quelques conseils de lecture. Oui, on va commencer Marjorie par 2 livres coup de poing, 2 livres qui nous alertent sur les perspectives qui nous attendent et peut-être les dangers de l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas avec La guerre des intelligences qui a été écrit par l'énarque, chirurgien et investisseur Laurent Alexandre, dans lequel il explique que l'intelligence artificielle pourrait s'attaquer à notre bien le plus précieux, notre intelligence, celle qui nous permet d'avoir le contrôle de la matière autour de nous. Et il a notamment cette phrase très saisissante où il explique que vers 2080, l'avènement d'un monde dominé par l'IA que nous aurons créé, mais qui nous échappera peut-être un peu, eh bien, il va fusionner les êtres vivants et l'intelligence. Et l'enjeu pour l'humanité sera réellement à ce moment-là de défendre la survie du corps physique. Autre perspective, si on regardait du côté de la Chine. Du côté de la Chine et notamment de Kai-Fu Lee, un investisseur qui est également chercheur et bien qui a écrit un livre qui est assez saisissant, AI Superpower, on le voit ici, qui n'a pas encore été traduit en français. Ça va être le cas bientôt. Kai-Fu Lee, il explique qu'il y a une nouvelle guerre froide qui se prépare et que la victoire de la machine au jeu de Go a eu un effet Spoutnik. Vous savez, Spoutnik, c'est quand les soviétiques, en 1957, ont lancé un satellite dans l'espace. Ça a vraiment sonné le début de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce qui permet aussi de faire le point sur les degrés d'intelligence artificielle sur lesquels nous sommes en train de travailler. Si on prend l'intelligence artificielle dite forte, par exemple, évidemment, ça apporte beaucoup de fantasmagorie. Est-ce que ça peut mettre l'homme KO ? Alors, ce qui est intéressant, Marjorie, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs chercheurs cherchent à calmer le jeu. C'est notamment le cas de Luc Julia qui est le co-créateur de Siri et qui a écrit un livre « Pourquoi l'intelligence artificielle n'existe pas ?» où en fait, il explique que les progrès actuels sont certes fascinants, mais la conduite autonome, par exemple, mais il s'appuie essentiellement sur le machine learning, sur le deep learning, et on n'a pas encore une machine dotée de conscience, dotée d'intuition. Il y a un autre livre qui est extrêmement intéressant, qui a été signé du philosophe allemand Marcus Gabriel, et qui explique que la pensée humaine est inégalable. Il explique que certes, les machines sont des championnes de traduction notamment, mais qu'elles s'approchent au maximum de notre raisonnement sans vraiment réussir à le reproduire. Ces machines sont incapables de structuration de la pensée. Donc à court terme, les intelligences artificielles ne vont pas tout à fait remplacer l'homme, mais il faut néanmoins les guider dans leur développement. Alors là, on revient encore plus sur Terre et on s'intéresse à
qu'on devrait faire aujourd'hui pour avoir l'intelligence artificielle qui soit la plus bénéfique pour l'homme. Alors, on va s'intéresser au très pragmatique Guy Mamoumani. Il explique que si on diabolise le futur, on condamne le présent, qu'il y a besoin de s'approprier le code informatique. Et pour cela, il cite un des précurseurs de l'apprentissage du code qui s'appelle Seymour Papert. Il veut vraiment rassurer, Guy Mamoumani. Alors, il y a un autre livre qui est extrêmement intéressant à lire en ce moment qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle. Alors, ce sont deux normaliennes, Aude Bernheim et Flora Vincent. Elles expliquent que la proportion de programmeuses chez les programmeurs n'est que de 12% et qu'il va falloir corriger ce gender data gap. Et pour nous projeter encore une fois dans l'avenir, alors c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle L'avenir des robots et l'intelligence humaine, que va sortir Odile Jacob en France, qui est signé du chercheur de Carnegie Mellon Hans Moravec. Lui, il explique que cette réflexion éthique, elle va être essentielle parce qu'un jour, selon lui, les robots arriveront à se reproduire. On devra sans doute ça à l'informatique quantique. Alors, l'humanité est-elle prête à vivre avec d'autres intelligences? Et pourquoi faut-il parler d'intelligence au pluriel? Entre intelligence animale, humaine et artificielle, le paléoanthropologue Pascal Pic nous donne un cours d'évolution dans son dernier ouvrage. On le rejoint tout de suite pour en parler. Bonjour Pascal. Bonjour Marjorie. Alors on va revenir au basique avec vous. Et si nos craintes liées à l'IA venaient d'une mauvaise traduction ou interprétation de départ? Intelligence en anglais, il n'y a pas de présupposé de conscience que le mot revêt en français par contre. Oui, c'est la différence entre le monde anglo-saxon où le terme d'intelligence, on connaît pour intelligence service ou CIA, qui consiste à aller chercher des informations, les analyser et trouver des solutions. Auquel cas, les machines le font et on peut parler d'intelligence artificielle. Enfin, non d'une pime, quand on parle de calcul ou d'algorithme, c'est pas dans la nature, c'est une création des humains, de leur intelligence. Et si les machines le font, le terme d'intelligence artificielle est bien parfaitement légitime. Le problème, c'est qu'en France, on est un monde cartésien, et d'un point de vue anthropologique, la manière dont une culture regarde les autres intelligences, dites animales, et pas animales au singulier, et la manière dont on regarde les autres intelligences, celles qui sont impliquées dans les machines, sont exactement les mêmes. C'est pour ça qu'en France, on a beaucoup de retard. On préfère parler non, il n'y a pas d'intelligence artificielle, non, l'intelligence artificielle n'existe pas, de la même façon qu'on ne veut pas parler des intelligences animales. Donc ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème d'anthropologie. Et la façon dont les Japonais, par exemple, regardent les robots et les intelligences artificielles n'a rien à voir avec celle que nous avons en Europe occidentale, et notamment en France, parce que nous restons plantés sur l'homme qui est au centre de tout, ce qui explique d'ailleurs les angoisses que j'entendais tout à l'heure. Ah, l'intelligence artificielle va supplanter l'homme. Pas du tout. Elle ne fonctionne pas de la même manière, mais à condition d'expliquer ce que c'est. Et justement, Darwin mettait en lumière la capacité d'adaptation dans la survie des espèces. Est-ce qu'il faut appliquer le darwinisme aux algorithmes, Pascal? D'une part, il s'applique de lui-même, puisqu'il y a d'ailleurs une très belle école française, mais qui n'est pas dans le rapport Villani. On parle d'algorithmes génétiques depuis 40 ans, on parle maintenant d'algorithmes évolutionnaires. Le grand terme aujourd'hui dans la convergence entre les blockchains, l'IoT et les digital twins, pardon pour ces termes techniques, nous allons dans les systèmes écosystémiques. Et je rappelle que cette intelligence artificielle qui est en train d'éclater sur le machine learning et le deep learning, surtout la dernière, le deep learning, est complètement bio-inspiré. Ça commence avec les neurones artificiels. Et aujourd'hui, l'Internet des objets, les algorithmes auto-apprenants, etc., on est vraiment dans les mondes darwiniens. Et la façon dont ceci est en train d'évoluer est nécessairement liée aux théories de l'évolution. Et comme en France, on a du mal à comprendre Darwin, on va avoir des difficultés avec ça. Mais c'est déjà le cas. La manière dont s'établissent les connexions entre les objets, l'IoT, l'auto-apprentissage, comment des entités non intelligentes comme les neurones, en échangeant de l'information, créent de l'intelligence, c'est exactement ce qui se passe avec les neurones artificiels, qui, je le rappelle, sont des fonctions mathématiques et pas des petites puces. Donc tout ceci est parfaitement dans le cadre des théories de l'évolution. D'abord parce que c'est bio-inspiré des théories de l'évolution et de la biologie, mais également parce que ça évolue de la même manière. Pascal Pic, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences au pluriel. Bien sûr, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Tech 24. Merci Marjorie. Et tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on va vous proposer de respirer profondément et de vous laisser aller à une séance de digital détox tout en fermant les yeux.
On va respirer et on va proposer à nos yeux, qui sont en contact plus de 10 heures par jour avec des écrans sous toutes leurs formes, de se reposer, de se relaxer. Alors, il y a une start-up canadienne qui s'appelle You May Rest, qui a mis au point ce gadget un tout petit peu surprenant. Et ce gadget, lorsque vous le posez, normalement il faut être allongé, eh bien vous allez avoir une méditation thermique, c'est-à-dire que vous avez un changement de température au contact de vos yeux fermés, et en même temps qu'une toute petite, un tout petit massage des yeux. C'est extrêmement efficace, c'est juste un tout petit peu compliqué parfois à porter. Si nos yeux ont été trop en contact avec les écrans et qu'on veut se séparer de son écran préféré, le smartphone, il y a aussi Séraphin qui nous permet de le faire. Alors Séraphin, c'est une entreprise française qui a mis au point ce livre d'un nouveau genre. Alors ce livre, on vous invite à y glisser lorsque vous allez vous coucher votre téléphone. Lorsque c'est en mode ouvert, eh bien, vous allez avoir une luminothérapie, c'est-à-dire une simulation d'aube. C'est assez poétique pour, en fonction de la qualité de la phase de votre sommeil, avoir la lumière qui correspond le mieux. Et puis, on vous invite surtout à fermer la boîte juste avant de vous coucher. C'est la méthode la plus digital detox possible, parce que le lendemain, l'application dédiée va vous dire attention, tu as ouvert 4 fois cette nuit cette petite boîte pour regarder tes SMS, ce dont il faut se prémunir le plus possible, étant donné l'addiction qu'on a aujourd'hui avec les écrans. Déconnectez-vous, on vous le dit, mais restez quand même en contact avec Tech24. Ça, c'est possible sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Et on se dit à très très vite, bien sûr, en plateau.